Merci d'être venu pour ce déjeuner débat à Cléra, chez nos amis des Adrets, que je crois on peut applaudir pour leur fidélité depuis déjà longtemps. Je remercie, moi, les DPS qui assurent la sécurité de notre réunion, tous ceux qui ont travaillé à la mise en place de ce déjeuner, notamment Christelle, que vous connaissez toutes et tous, mais aussi Laurence, toutes les militantes et tous les militants. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une organisation. Et évidemment, rendre hommage à mon adjoint, qui, je peux vous dire, fait beaucoup, quelquefois dans des conditions, et pas que quelquefois d'ailleurs, souvent dans des conditions difficiles, face à l'adversité, à la mauvaise humeur, il faut le dire aussi, au mauvais caractère, souvent, mais aussi, je crois, une franche camaraderie. Et je veux citer notre ami Daniel Mas. Je ne sais pas où il est. Il est où? Voilà, là-bas. Par ailleurs, peut-être, en tout cas on fera tout pour, futur maire de Cléra. Je salue les élus municipaux qu'il y a dans la salle, les têtes de liste pressenties ou en instance de l'être, ou qui sont en train de constituer des listes. Nous sommes là maintenant, à partir de maintenant, dans une course, dans une bourse aux candidats. Et je vous demande, dans tous les villages où vous êtes, dans toutes les villes et un peu partout, d'aller recruter, parce que, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas le tout de venir à un repas et de dire « je suis pour vous ». C'est aussi s'engager pour les élections et pour croiser le fer face à nos adversaires. Et dans la salle, je vais les citer. J'espère que je n'en oublierai pas. Bon, d'abord, il y en a un, il n'est pas du département. Celui-là, on va l'évacuer tout de suite. Je salue la présence du candidat Jean-François Darro, qui est là-bas. Ne te lève pas, ça va, il est là. Les candidats pressentis ou qui ont été d'ailleurs déjà investis par la commission, je pense à Font-Romeu, j'ai dit à Cléra, le Font-Romeu, il est là-bas, notre ami. Je pense à Rivesaltes, qui est là. Je pense à Saint-Cyprien, qui est là. Je pense... alors attendez, parce que je ne voudrais pas me tromper. À Saint-André, je ne crois pas qu'il soit là. Je pense à Canet, vous en saurez plus tard, mais je salue la table de notre ami Pierre Lambert. Pour le reste, on attend les annonces. Espira de Lagly, avec Schmoll, qui est toujours... À Canoës, j'ai vu le candidat. Où il est le candidat à Canoës? Il n'est pas venu? Je croyais l'avoir vu. Bon, en tout cas, à Canoës. À Toulouse, pressenti aussi. Au Soleil, où nous cherchons, et j'espère on arrivera à faire une liste. À Ille-sur-Tête, où déjà l'affaire est plutôt bien partie. J'en oublie, excusez-moi, certainement, hein, mais c'est comme ça. Et tous ceux qui participent à des listes d'union, de droite ou pas, peu importe d'ailleurs, en fonction de la... Où Daniel Philippot, au Barcarès, pardon. Saint-Féliu-d'Amont, voilà, on me les cite au fur et à mesure. Voilà. Et quelques autres, notre ami, peut-être à Hautpoul, parce qu'à Hautpoul, on espère tous qu'il y aura une liste à Hautpoul. Et tous ceux qui seront... Et Saint-Paul-de-Fenouillet, il est où? Ah oui, notre ami Guy, pardon. Tu vois comme quoi, hein?
Mais tu sais, Guy, les derniers seront les premiers, tu le sais, donc... Voilà. Bages. Oui, mais c'est où Bages? C'est là, Bages. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des candidats dans des villes ou villages qui ne seront pas Pia. Oui, mais il y a l'équipe, mais il n'y a pas le candidat. Notre ami Palmade. Mais je crois qu'il y a la fine équipe. Ils sont là-bas, je crois. On essaiera quand même de faire, évidemment, le maximum pour avoir des listes partout et pour mettre des conseillers municipaux partout, car ces municipales ne sont qu'une étape. Et je ne sais pas si on a bien saisi aujourd'hui l'importance de ces élections municipales, non pas pour être élu et ne rien faire pendant 6 ans, parce que ça c'est assez simple et assez facile, mais être élu pour préparer les échéances à venir. Les échéances à venir, c'est les élections départementales qui vont suivre, ce sont les élections régionales, entre les deux, les élections sénatoriales, et tout ce qui nous amènera vers la future élection présidentielle, où l'on peut voir aujourd'hui, en tout cas dans la situation où nous sommes, dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, il est évident aujourd'hui que s'il y avait une élection présidentielle, Marine arriverait largement en tête, y compris devant M. Macron. Mais plus nous aurons d'élus locaux, et plus, évidemment, nous aurons une assise solide pour défendre nos idées, faire connaître nos idées et développer notre corpus doctrinal idéologique, parce que je pense que dans tous les cas de figure, il n'y a que nous qui pouvons sauver la situation dans tous les domaines. Voilà. Les Français ont essayé la droite, ils ont vu le résultat. Ils ont essayé la gauche, ils ont vu le résultat. Ils ont essayé je sais pas quoi, un candidat qui était à la fois de droite ou de gauche, ou pas de droite, pas de gauche, je n'en sais rien. On a les résultats. Et donc, il va bien falloir qu'un jour, les Français domptent un peu leur peur, leur crainte, soient un peu moins, comment on pourrait dire, un peu moins frileux, et qu'ils tentent quand même de voter pour les candidats du RN et pour la candidate du RN, parce qu'ils verraient très vite qu'au moins, ce que nous disons, nous le ferions, comme nous l'avons fait, je vous le signale, dans toutes les municipalités où nous sommes présents. Parce que c'est quelque chose de très important. Les mairies que nous avons, Hénin-Beaumont, Fréjus, Beaucaire, Le Pontet, Le Luc... Non, attendez, je parle des mairies RN officielles. Hayange, Villers-Cotterêts, etc. J'ai dit Hénin-Beaumont en premier, à moins qu'il y ait des sourds dans la salle, mais... Donc voilà. Et ensuite, derrière, évidemment, notre ami Ménard, qui fait beaucoup de travail pour rallier, non pas les droites, et j'aimerais que vous ne tombiez pas dans l'erreur. La droite, honnêtement, aujourd'hui, elle est pire que... La droite, aujourd'hui, elle est pire que la gauche. Il faut quand même en être conscient. Moi, quand j'entends parler d'union des droites, pour moi, c'est l'union de ceux qui n'ont jamais participé aux affaires d'une ville ou d'une région ou d'un pays, qu'ils s'allient ensemble pour défendre des valeurs, un programme, la patrie, ok. Mais si c'est pour faire une alliance composite de gens qui ont tout mis par terre pendant 30 ans, ça ne servira strictement à rien. La meilleure preuve, c'est que nous-mêmes, dans le département, on est un certain nombre à partir sans étiquette. Nous n'aurons pas qu'on appelle de transfuges ou d'élus des autres listes. D'ailleurs, personne ne se bouscule aux portes, mais pour une raison simple, c'est que ces gens ont trahi la parole des électeurs et ont trahi le programme sur lequel ils se sont fait élire. Voilà. Alors, l'union des droites, sur le papier, c'est sympathique et j'y souscris. Dans la vie réelle, c'est quand même, aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales...
Bref, c'est quand même dans les Pyrénées-Orientales que l'on va croiser le fer contre cette droite qui veut notre peau. Il faut que vous en soyez quand même conscients. Que ce soit le sénateur, maire du Soleil, que ce soit le maire de Perpignan, que ce soit un certain nombre d'autres maires du département, ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est à nous faire battre. Et particulièrement à Perpignan, où des tractations sont toujours en cours avec les socialistes, avec Delga à la région et avec la République en marche. Alors, occupons-nous de nous, faisons nos alliances avec des gens qui aujourd'hui ont le courage d'afficher la couleur, de quitter leur formation politique ou d'assumer ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent pour défendre un programme, mais arrêtons de rêver. Voilà, nous sommes dans une recomposition politique. Ce que vous avez connu hier est en train de disparaître. Et il ne faut pas se rattacher à des formations politiques comme les LR ou le Parti socialiste ou quoi. Ces gens-là sont en train de disparaître. Bâtissons au contraire les majorités de demain, avec de nouvelles têtes, avec des formations politiques qu'on ne connaît peut-être pas et qui sont en cours de constitution. Mais une chose est sûre, en faisant notre travail, notre chemin, je ne vais pas dire entre nous, notre chemin face à cette adversité, parce que nous sommes majoritaires. Dans le département, nous sommes majoritaires. Si on gagne Perpignan, et on va gagner Perpignan, on fera tomber le département derrière. On fera tomber la région. Mais pour cela, mesdames et messieurs, on a aussi besoin de soldats. On n'a pas besoin de gens qui ont des états d'âme. On n'a pas besoin de gens qui passent leur temps à regarder la paille dans l'œil du voisin alors qu'ils ont une énorme poutre qui obstrue la leur. Voilà. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le mal de notre société. Si vous voulez gagner, vous respectez les gens qui combattent avec vous. Voilà. Vous respectez les militants qui sont sur le terrain. Vous respectez ce que décide votre chef. Parce que si tout le monde est chef, c'est l'anarchie, il n'y a plus rien. Voilà. Moi, ça a toujours été ma ligne de conduite dans le mouvement. Que ce soit sous Jean-Marie, Belbou, tu commences à me gonfler, alors tais-toi. Que ce soit avec Jean-Marie ou que ce soit avec Marine. Voilà. C'est comme ça. Il y a des choses qui plaisent, d'autres pas. On suit le mouvement. Quand j'ai été élu conseiller régional avec d'autres personnalités du mouvement, quand on me disait de voter blanc, je votais blanc. Voilà. On discutait avant de savoir ce qu'on votait. Mais on ne cherchait pas à faire je ne sais quoi. Voilà. C'est ça la discipline. C'est pas faire n'importe quoi. C'est suivre une règle parce qu'on pense que cette règle, elle est la règle qui nous permettra de nous en sortir. Je pense que dans ce département, depuis quelques élections, et avec Marine à l'échelon national, on a quand même donné le tempo. Et que les voix que nous faisons, les uns et les autres, ce sont les voix du Rassemblement national. Ne jamais l'oublier, ça. Ne jamais l'oublier. Et que même si nous partons sans étiquette, c'est quand même à notre électorat auquel nous allons nous adresser en priorité. Parce que dans des élections où il y a beaucoup d'abstention, plus les électeurs RN viendront, plus le pourcentage de vote sera important. Après, il y a le coefficient personnel. Si vous avez bien travaillé dans votre commune, si on vous connaît honorablement, si vous avez montré l'exemple, si vous avez fait des choses, voilà, reconnues pour ce que vous êtes. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais une chose est sûre, mesdames et messieurs, nous n'avons pas le droit d'échouer à si peu, j'allais dire, et nous n'avons pas le droit d'échouer à quelques encablures d'une victoire locale, mais d'une victoire nationale à venir, dans une situation française particulièrement préoccupante. Parce qu'on peut se faire plaisir, mais enfin, c'est quand même aujourd'hui une inquiétude par rapport aux retraites, mais c'est une inquiétude tout simplement par rapport à notre vie, par rapport au quotidien, par rapport à l'avenir des enfants. Et il y en a quelques-uns, des petits-enfants dans la salle. C'est ça, ce pourquoi nous battons aussi pour la France, pour tous ceux qui sont
tomber pour la France. Et nous ne nous battons pas pour nos pommes. Et quand je vois, notamment au Conseil régional du Nord, 11 élus RN, ex-RN, qui ont osé quitter le groupe de Marine pour se constituer un groupe, mais je peux vous dire, mais c'est honteux. Ces gens-là, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Ça s'appelle trahir. Ça s'appelle marcher sur les électeurs qui vous ont mis en place. Ça s'appelle ne pas avoir de parole. Voilà. Et j'espère que les électeurs, aux prochaines élections régionales, mais de toute façon, ça va, je suis certain, ils sauront faire la part des choses et ils sauront faire le tri et entre les uns et les autres. Je ne suis pas inquiet. Mais à un moment donné, dans la situation où nous sommes, mesdames et messieurs, je sais que dans la salle, c'est quand même partagé à presque 100%, il y a une ligne de conduite, il faut s'y tenir. Voilà. Ça ne plaît pas. Quelquefois, ça peut ne pas plaire. Ça m'est arrivé, laissez-moi vous le dire. Souvent même. Mais quand on est dans la compétition et quand on est là dans l'action, il n'y a pas d'état d'âme. Nos adversaires, ils sont en face. Autour de nous, là, il n'y a que des amis. Et nous avons aussi une responsabilité. Et nous avons aussi une responsabilité. Et ça, je le dis parce que c'est pas facile à vivre de lire quelquefois des choses sur les blogs, sur les réseaux sociaux, qui sont des débilités de nos amis. À partir de maintenant, les élections, c'est plus n'importe quoi. Vous n'êtes pas seul. Quand vous parlez devant un micro comme aujourd'hui, ou que vous écrivez sur un réseau social, quand vous avez une responsabilité de parti, eh bien, il faut l'assumer. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que vous engagez les gens qui sont avec vous et qui, eux, ne demandent rien. Et c'est pour ça que moi, mon équipe, je peux vous dire à Perpignan ou quoi que ce soit, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà, il n'y a pas dérapage et il n'y a rien. Droit, voilà. Droit, respectueux, tolérant, montrer l'exemple, être sur le terrain, recruter, quelle que soit la place que l'on aura in fine. Parce que ce n'est pas possible de dire on veut sauver un pays si on n'est pas capable déjà de se comporter soi-même comme quelqu'un d'exigeant. Voilà, ça, c'est une règle de base et j'espère que vous allez vous l'ancrer tous, pour la plupart, je n'ai aucun doute, dans vos têtes parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et avant de passer la parole à Jérôme, c'est aussi un message qu'il faut donner à nos compatriotes. On peut se plaindre, on peut manifester, allez, on peut même faire la grève parce qu'on n'est pas content. Mais à un moment donné, il faut être cohérent. On ne peut pas voter Macron en 2017 et faire grève aujourd'hui en critiquant ce qu'a fait Macron. Voilà, à un moment donné, il faut que les Français... Mais il faut leur dire, moi j'ai toujours été partisan de ça, vous avez les élus que vous méritez. S'ils sont là et qu'ils continuent à faire ce qu'ils font depuis 30 ans, c'est que vous les avez mis au pouvoir. Parce que sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Alors aujourd'hui, vous avez une force politique avec des jeunes, des moins jeunes, mais qui est en train d'être une alternative au pouvoir en place. Des gens compétents. Il faut arrêter aussi avec « Oh, vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas bon en économie, etc. » Parce que vous croyez que la situation aujourd'hui, elle est comment? Heureusement que ces gens-là sont bons en économie, parce que sinon, qu'est-ce qu'on subirait? Donc, il ne faut pas écouter tout ça. Il faut faire confiance aux gens qui sont autour de nous, qui ont démontré leurs compétences, même dans la vie professionnelle, mais il faut surtout prendre son courage à deux mains. Et moi, j'exhorte les Français à prendre leur courage à deux mains et aller se battre avec nous, même dans les urnes, dans les élections, pour gagner. Parce qu'avec un état d'esprit comme ça, qui fait qu'on a peur de tout, on ne risque pas demain de vouloir faire une révolution, même culturelle, même par les urnes. C'est du courage qu'il faut. Il faut convaincre les Français. Et en dehors de la salle, pas dans la salle, nous on est convaincus. Et là, moi, je vous attends à tous. Parce que souvent... on voit dans la rue un certain nombre de militants, toujours les mêmes, toujours mobilisés, etc. Et quelquefois, il y a des gens qui manquent à l'appel quand même. Hein. Même quand ils disent le matin qu'il faut qu'ils se lèvent pour y aller, on ne les voit pas beaucoup. Ceux-là, je leur demande de faire des efforts. Et s'ils ne peuvent pas aller dans la rue, il y a d'autres moyens de faire des efforts. C'est nous aider. Nous aider aussi en donnant un peu d'argent. Je sais que vous n'êtes pas fortunés pour beaucoup, mais ceux qui en ont un peu... il faut le faire parce que, sachez-le quand même, hein, nous sommes aujourd'hui, systématiquement et toujours, en guerre contre le système.
aucune banque ne nous prête. Non mais voilà, nous sommes un parti politique démocratiquement élu avec un groupe de députés à l'Europe, 22, avec 7 députés à l'Assemblée nationale, avec des centaines de conseillers régionaux et des milliers de conseillers municipaux et 70 conseillers départementaux. Aucune banque ne nous avance même 15 ou 20 000 euros. Il faut le savoir, ça s'appelle de l'asphyxie financière. Parce qu'ils savent que pendant que nous essayons de chercher de quoi vivre, de quoi nourrir le combat politique, eh bien, on ne fait pas autre chose. Mais je peux vous dire que c'est absolument ravageur. Ce système est un système qui n'est pas démocratique. Et quand ce n'est pas les banques qui vous serrent le collet, et à ce moment-là, c'est les juges. Même dans nos rangs, certains ont douté de l'affaire des assistants parlementaires. Même dans nos rangs. Et vous voyez quoi aujourd'hui? Que c'est une affaire, somme toute, assez banale, qui est en train de toucher tous les partis politiques. Quand vous avez un assistant parlementaire, à quel moment il fait de la politique ou il fait son travail parlementaire, c'est-à-dire de la politique? Qui juge de ça? C'est les juges qui vont nous dire à nous. À nous. Votre assistant, il doit faire ça ou pas ça? Mais à ce moment-là, on n'est plus des députés. On n'est plus libre. C'est un autre régime, c'est plus une démocratie, c'est autre chose. Donc vous voyez bien que ce procès il va durer longtemps. Il va durer 10 ans au moins. D'autres seront ennuyés, à part Bayrou, à part Mélenchon, à part les Verts, à part etc. D'autres seront là. Les leçons, on n'a pas à en recevoir. Parce que nous, nos attachés parlementaires, ils travaillaient pour nous, ils faisaient de la politique. Mais sachez quand même, parce que quelquefois on se fait critiquer par nos adversaires, les sénateurs républicains, pas ceux des PO, se faisaient verser l'argent de leurs assistants sur un compte associatif et se refaisaient verser en espèces une partie des sommes qui étaient allouées à leurs attachés parlementaires. Ça, en revanche, c'est effectivement quelque chose d'assez grave. Voilà. C'est quand même pas les élus du parti de M. Balkany qui vont nous donner des leçons. Non, mais à un moment donné, il faut aussi remettre les choses à leur place. Donc c'est vrai, nous avons cette affaire juridique qui feuilletonnera, parce que les juges aujourd'hui, voilà, s'amusent, peuvent modifier un débat démocratique, peuvent modifier le résultat d'une élection. Il est évident, je pense, que la dernière fois, si vous n'avez pas tout le tintamarre autour de Fillon, je pense qu'il y a un deuxième tour Marine-Fillon. Ça paraît évident. C'est les juges qui sont intervenus dans l'élection. Et nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, en 2019, bientôt 2020. Le procès de M. Fillon n'a pas commencé, je crois. On apprend dans toutes les affaires que d'autres ont fait pire que lui, mais n'ont jamais été poursuivis. Je pense à l'affaire des costumes. Je vous signale que M. Jacques Lang s'est fait offrir, en je ne sais pas combien d'années, 500 000, c'est combien 5 ou 600 000 euros de costumes. Ça fait quand même des beaux costumes. Hein. Puis il en faut. Hein. Non mais voilà des exemples concrets. Et pour vous donner une autre idée de la justice, hier, Jean-Marie Le Pen a été relaxé, ou avant-hier, dans une action, écoutez bien, de diffamation, parce qu'il avait critiqué la place des immigrés dans la délinquance. Peu importe, je ne savais même pas que l'affaire était en cours. Ça s'est passé en 2007. Il a été jugé, rendu de décision, en première instance, 2019. Mais vous vous rendez compte, dans le système où nous sommes? Voilà, ça c'est la justice française. Donc quand on dit « nous faisons confiance à la justice de notre pays », moi maintenant à l'avenir, je peux vous dire je serai plus prudent. Parce que quand je vois qu'il y a des juges qui appartiennent à un syndicat et que ce syndicat fait la guerre au Rassemblement national, eh bien c'est déjà une justice qui n'est plus trop indépendante et qui est même très dépendante. Donc financièrement, les juges qui nous embêtent, on finira par gagner, moi je suis persuadé, hein. C'est donc les électeurs qui devront trancher tout ça.
plus ils nous persécutent, plus nous devons être là et plus nous devons évidemment monter, parce qu'il va arriver un seuil qui sera, j'allais dire, irréversible pour eux et qui nous propulsera au pouvoir. On n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Et ça, c'est de notre responsabilité, c'est de votre responsabilité. En attendant, nous allons et nous accueillons avec plaisir notre député européen Jérôme Rivière, qui est le responsable de la délégation française du groupe Identité... c'est démocratie ? Identité, démocratie à l'Union européenne. Et le groupe Identité, démocratie compte 73 députés. Avec le Brexit qui arrive, nous allons gagner, je crois, 3 députés supplémentaires et nous allons donc dépasser les Verts au Parlement européen. Donc ce qui est déjà quelque chose de plutôt pas mal. Jérôme, comme vous le savez, est un ancien député des Alpes-Maritimes. À l'époque, il était UMP, mais ça fait très longtemps que je le connais, qu'il a défendu, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est viré d'ailleurs, parce qu'il défendait l'union avec le Rassemblement, le Front National depuis l'origine, et ça n'a jamais beaucoup plu à Nicolas Sarkozy, il faut quand même le dire, qui l'ont écarté des Alpes-Maritimes. Il a monté une entreprise brillamment dans un secteur industriel, une vraie réussite. Il est aujourd'hui, et c'est avec plaisir, député européen de notre mouvement avec Jean-Paul Garot, avec Thierry Mariani, que nous accueillerons d'ailleurs bientôt à Perpignan en meeting le 24 janvier. Nous retrouverons Jérôme Rivière qui fera ses vœux dans le département à Canet. C'est le 8 janvier à 19h et vous serez tous conviés, évidemment, pour les vœux. Je vous demande de l'applaudir et en ce qui nous concerne, je nous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et une très bonne année 2020. Merci. C'est difficile de passer après lui, surtout chez lui, hein. Mais bon, je vais tenter de faire presque aussi bien. Je voulais commencer sur ce qu'a expliqué Louis tout à l'heure, parce que je pense que c'est important de rappeler pourquoi est-ce que les uns et les autres, pourquoi et comment nous sommes élus. Et si Louis gentiment le rappelait, si je suis député européen aujourd'hui, c'est d'abord parce que Marine et Louis ont choisi un moment que je sois placé sur une liste, et c'est ensuite parce que vous, ici et partout en France, les militants du Rassemblement national avaient fait campagne, et vous avez fait en sorte que cette liste de 73 noms arrive en tête. Et je crois que dans un mandat de parlementaire, c'est important, et lorsque je suis dans la réunion de notre groupe, 22 députés, c'est ce que nous essayons de nous rappeler régulièrement. Quand on est député, parfois on a un peu on se dit, voilà, c'est important, on fait des trucs à Strasbourg et à Bruxelles. Il faut se rappeler qu'en fait, l'essentiel de notre mandat, il est de porter les paroles qu'on a amenées dans la campagne et de les amener à Bruxelles quand on est député européen, à Paris quand on est député national, et de jamais perdre ce contact avec la réalité de celles et ceux qui nous ont fait élire. Et le message que tu délivrais, Louis, était vraiment important. Je crois que la responsabilité des élus, elle est effectivement d'être engagée auprès des adhérents et des militants. Et les militants que vous êtes, que nous sommes, elle est aussi importante par rapport aux électeurs, parce que c'est nous qui leur montrons le chemin, c'est nous qui prenons des engagements pendant les campagnes. Quand vous allez distribuer les tracts, quand on va coller des affiches, on explique aux gens qu'il va falloir nous faire confiance et on a besoin de montrer qu'on est rassemblés. Et c'est important et c'est quelque chose que vous faites très bien ici dans ce département. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse partout en France. Il faut qu'on soit tous unis, tous groupés derrière le seul projet qui compte, c'est Marine, présidente de la République en 2022. Alors, je vais vous raconter un peu quand même, puisque vous avez permis qu'on soit en tête aux élections européennes. On a un groupe, effectivement, à Bruxelles, 22 députés français. Il y a les médias qui disent « mais ça ne sert à rien, regardez, vous avez voté, ils n'ont pas la majorité, ça ne sert à rien ». Ben, ce n'est pas vrai. C'est efficace, on sert à bloquer
une majorité un peu étrange qui est composée à la fois des socialistes, du groupe de Macron et du groupe de soi-disant droite qui s'appelle DLR. Et ça nous permet aussi de dénoncer un certain nombre de choses. Et moi, je vais vous dire, ce qui m'a le plus choqué, c'est les positions qui concernent la Turquie. Vous savez, ça paraît anodin comme ça, mais ça fait des années et des années qu'on essaye de nous faire intégrer la Turquie en Europe. Si la Turquie intègre l'Europe, en fait, c'est l'Europe qui deviendra turque. C'est ça qu'il faut bien voir. Ils sont vachement nombreux, ils ont une cohésion, ils sont massivement musulmans, ils ont une vision totalement excessive de l'islam, c'est de l'islamisme qu'ils ont en tête, et si jamais nous étions amenés à céder, c'est nous qui deviendrons turcs. Alors ça, je vous le dis, ça fait des années qu'avec Louis, qu'avec Marine, qu'avec les élus du Rassemblement national, on le répète, et quand on est en campagne électorale, vous les entendez, les LR, dire à peu près la même chose. Ils nous disent « Oui, oui, jamais la Turquie en Europe ». Sarkozy nous racontait « Non, non, je ne veux pas de la Turquie en Europe ». Bellamy, le tête de liste aux élections européennes, il nous dit aussi « Ouais, je suis contre la Turquie en Europe ». Ce sont tous des menteurs. Et on en a la preuve. Lorsqu'on a voté le budget, il y a 3 semaines, on a voté le budget européen, le budget pour 2020. C'est la contribution que nos impôts, à nous Français, mais de l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, 27 puisque les Anglais ont réussi à se libérer, ils sont sortis de prison, eux, ces impôts, on va verser plusieurs milliards pour que la Turquie adhère à l'Union européenne. Ça s'appelle des crédits de pré-adhésion. Et quand on a fait le vote, parce que dans un hémicycle, vous voyez qui vote, il y a les petites lumières qui s'allument. Rouge, vous votez contre, vert, vous votez pour. Eh bien, je peux vous dire que le groupe PPE, le PPE, c'est là que sont tous les adhérents, tous les élus des Républicains. Ben, ils ont voté pour. Ils ont voté pour les crédits pour les Turcs. Ils ont voté pour que nos impôts aillent directement en Turquie. Et ça, il faut le dire, il faut le dénoncer. Ils mentent en France, à Bruxelles, ils font l'inverse. Et ça, c'est important de le dénoncer. Et je pense que là, la position qu'on a de l'expliquer, de les pointer du doigt et de les mettre mal à l'aise, c'est important. Et pareil, vous savez, il y a des valeurs. Moi, si je suis au Rassemblement national, c'est parce que je suis à l'aise avec des valeurs importantes. La patrie, la nation. La nation, il y a la famille. Et pour moi, ça fait partie des choses que je veux défendre. C'est essentiel. La famille, ça veut dire que pour moi, le ministère de l'Éducation nationale, c'est plutôt le ministère de l'Instruction. Parce que l'éducation, c'est les parents. C'est leur boulot. C'est pas à l'État d'élever les enfants. C'est notre rôle de parents, de grands-parents. Eh bien, l'Europe qui se mêle de tout a décidé, il y a 3 semaines, de condamner la Pologne parce qu'ils ne suivaient pas un certain nombre de prescriptions en matière scolaire. Et je suis désolé, je vais vous choquer, mais le problème, c'est que c'est la réalité. La Pologne a été condamnée, notamment parce qu'il refusait d'inclure dans le programme d'éducation nationale l'éducation sexuelle à partir de 4 ans. Et Bellamy et tous les LR et le groupe PPE, ils ont voté contre la Pologne. Tous ces gens qui se présentent comme étant des défenseurs de la famille, à Bruxelles, ils ne défendent pas la famille. Et c'est ce que rappelait Louis tout à l'heure, ces gens-là, et je les ai connus, j'ai été à l'UMP de 2002 à 2007, c'est des gens qui nous ont emmenés sur le chemin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ils ont participé avec les socialistes à la misère économique, à la misère sociale, à la misère morale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On ne peut pas tendre la main sans se souvenir et sans savoir que ce sont des gens sur qui nous ne pourrons pas compter en tant que formation politique. Alors il y a des élus de qualité, il y a des élus avec lesquels on pourra sans doute travailler, mais ce sera dans le cadre d'accords et de partenariats faits sur des convictions, où il y avait des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. C'est vrai que moi, dès 2006, j'avais écrit un bouquin dans lequel j'expliquais pour que la droite soit sauvée. À l'époque, je pensais à cette notion de droite-gauche. Et je me sentais à l'époque comme UMP de droite. Et j'expliquais, pour que la droite soit sauvée, il faut qu'on fasse un accord avec le Front National. Parce que le Front National était solide sur ses convictions. Déjà en 2006, on sentait bien qu'il y avait des gens, des militants qui sont des gens qui ne fléchissent pas. La force de notre mouvement, la force du Rassemblement national, c'est que si vous êtes là, c'est que vous n'attendez rien, si ce n'est de défendre vos idées. Aujourd'hui, regardez, on n'est pas au pouvoir, on n'est pas au pouvoir dans les villes, on n'est pas au pouvoir au gouvernement. Et donc les militants qui viennent, les adhérents qui sont là, ceux qui font campagne, c'est parce que vous avez des convictions, c'est parce qu'on défend ce qu'on a à défendre. À l'UMP déjà à l'époque, on sentait bien qu'une partie des gens qui adhéraient, c'est parce qu'ils espéraient quelque chose.
On espérait un petit coup de pouce de la majorité départementale. On espérait un petit coup de pouce du maire. Ça change les choses. Et dès 2006, j'avais compris qu'il fallait s'ancrer avec un socle de gens de conviction. Et les gens de conviction, c'était le Front National. Alors j'ai été viré, pas grave. J'ai fait autre chose, effectivement. Et puis, ayant lié amitié avec Louis à l'époque, au bout d'un moment, il m'a convaincu de revenir. Et je suis heureux d'être revenu et de participer à notre future victoire. L'autre, je ne serai pas très long, vous inquiétez pas. L'autre élément, c'est qu'on a des gens comme Jean-Paul Garot, que vous avez vu, Thierry Mariani. C'est des gens qui, en fait, sont de conviction. Vous avez quand même quelques élus qui, dans le fond, sentent bien que leur mouvement est en train de trahir et de mentir. Ils sentent bien qu'entre les propos d'estrade et la réalité sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et un peu comme un bouchon de champagne, pour reprendre ce que disait Louis, la pression monte, et tout d'un coup, ça va exploser, et c'est nous qui allons gagner. Et ces gens, les plus raisonnables d'entre eux, il faudra les reconnaître, nous rejoindront, et on pourra ensemble gouverner, et gouverner pour le bien de la France, parce qu'elle va mal sur plusieurs plans. Et moi, j'aurais voulu prendre 2 minutes de votre temps pour vous citer 2 exemples qui me semblent importants. Le premier, c'est les retraites. Et c'est vrai qu'on s'interroge un peu. Moi, voir la CGT, mais j'aime pas la CGT, hein. J'ai du mal. C'est quand même des communistes, je suis anticommuniste primaire. C'est des gens qui ont manifesté avec les islamistes il n'y a pas très longtemps. Et donc, ces grèves donnent un goût un peu amer. Mais la réalité, et ça c'est un chiffre à retenir, le 5 décembre, les manifestants, ils n'étaient pas à Paris. Il y avait environ 900 000 personnes qui manifestaient. Sur les 900 000 personnes qui manifestaient, il y en avait juste 60 000 à Paris avec la CGT. Le reste, c'était des Français qui étaient dans la rue. C'était nos électeurs. C'est des gens qui se rendent compte qu'on est en train de leur piquer leur retraite. Parce que la réalité de ce que fait Macron, c'est qu'il fait main basse sur nos retraites. Alors oui, les régimes spéciaux, il faut qu'on en parle. Les régimes spéciaux, ceux des cheminots, ceux de la RATP. Il y a quelques régimes spéciaux pour lesquels il faut dire, bon, c'était quelque chose qu'on a négocié après-guerre. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc ceux qui rentreront maintenant dans ce type d'entreprise, c'est fini. Ils seront en régime normal comme tout le monde. Il ne faut pas retirer la parole de l'État. Quand l'État a donné sa parole à un moment en disant « vous allez être traité de telle façon », il faut savoir ce que c'est que la parole donnée et donc l'échanger. Mais les régimes spéciaux, c'est 3% des Français. Pendant ce temps, Macron, il change tout pour 97% des Français, pour nous tous. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Macron, il est en train de dire « on va faire une retraite par points ». Et il dit, vous allez avoir un point, et ce point, il va avoir une valeur. Et je vous jure, jamais la valeur du point ne va baisser. Il y a 2 problèmes dans ce qu'il raconte. C'est que aujourd'hui, la retraite, elle est fixée paritairement par une décision, je dis bien une décision, des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, les chefs d'entreprise. Et c'est eux qui décident. Et qu'on le veuille ou non, les chefs d'entreprise, ils veulent que ça fonctionne un peu, donc ils ont tendance à faire en sorte que ça leur coûte moins cher, mais de telle sorte que les salariés s'y retrouvent un peu, et les syndicats, ils poussent pour que ça fonctionne. Et donc, on a un État qui est simplement arbitre. Là, avec le point, il inverse les choses. Le prix du point, la valeur du point, elle sera fixée par Bercy. Bercy, c'est les fonctionnaires qui nous mettent aujourd'hui dans la situation invraisemblable dans laquelle nous sommes. Bercy, c'est les fonctionnaires qui nous ont endettés comme jamais on a endetté. Et ils nous disent, oui, mais il y aura une concertation. Vous savez ce que c'est une concertation? Concertation, c'est je vous demande, vous êtes d'accord avec moi? Vous me répondez oui, vous me répondez non, je m'en fous, j'ai fait la concertation et je fixe. Ça veut dire que c'est Bercy qui fixera la valeur du point. Et le jour où Bercy décidera de baisser le point, que Macron le veuille, ne le veuille pas, il peut faire toutes les lois qu'il veut. Ce que fait une loi, une autre loi peut le défaire. Et il existe un principe dans le budget français qui est l'annuité budgétaire. C'est-à-dire que chaque année, et c'est le texte de loi que les députés français ont voté récemment, chaque année, il y a un projet de loi de finances. Et les députés n'ont pas le droit d'être engagés sur plusieurs années. Donc chaque année, il faudra revoter la valeur du point. Donc il peut nous dire tout ce qu'il veut, ça ne baissera pas. Peut-être que ça ne baissera pas dans les 3 prochaines années où il est là parce qu'il a envie d'être réélu. Mais je peux vous dire que dans les 5, 6, 10, 15 ans, la valeur du point, elle baissera. C'est mécanique. D'abord, il a dit, on ne doit pas dépenser plus de 14% de la richesse française, du PIB. Le 14%, ça varie. Quand vous avez beaucoup de chômeurs, le 14%, c'est pas beaucoup. Quand vous avez moins de chômeurs, c'est un peu plus. Ces gens sont des menteurs. Menteurs, menteurs, menteurs. La meilleure preuve, c'est celui qui gère le dossier. Il s'appelle Delevoye.
Je veux vous dire, je l'ai connu, il était à l'UMP. Et Delevoye, il a menti. Il a menti 3 fois en 3 jours. Il a menti parce qu'il est membre d'un conseil d'administration d'une entreprise qui fait de la formation pour les assureurs. Il a menti, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas déclaré. Il dit « Oh, j'ai oublié ». Mais ça s'appelle un mensonge par omission. Donc il a triché. Première chose. Deuxième chose, le lendemain, on découvre que quand il était ministre, il touchait un salaire de la part d'un think tank. C'est illégal. Il a dit « Oh, j'ai oublié, je n'avais pas fait attention. Je vais rembourser ». Alors c'est commode, hein, vous allez faire un cambriolage d'une banque, vous vous faites attraper, vous dites « Ah, je rembourse la banque, c'est pas grave ». Ben, c'est aberrant comme attitude. Et ce matin, qu'est-ce qu'on découvre? Il était encore dans un autre conseil d'administration lié à la SNCF. Là aussi, il avait oublié, le pauvre garçon. Alors, soit il est totalement demeuré, et dans ce cas-là, franchement, c'est pas à lui qu'il faut confier les retraites, soit c'est effectivement un menteur, et il doit démissionner. Et le simple fait que Macron, aujourd'hui, n'ait rien dit concernant M. Delevoye, le simple fait que le Premier ministre n'ait rien dit concernant Delevoye, c'est la preuve que ces gens, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont là pour profiter du système. Ce sont des profiteurs du système. Ce sont des gens qui vont tondre les Français et qui vont nous tondre encore plus demain. 150 milliards, c'est le chiffre des réserves que nous avons accumulées. Quand je dis nous, c'est nous tous ensemble, nous les Français, dans le cadre des retraites, dans le cadre des textes qui existent jusqu'à aujourd'hui, depuis 1945, on a économisé 150 milliards. Ces 150 milliards, c'est un pactole qui est là. Pourquoi? Si jamais il y a un problème avec les cotisations de retraite. Aujourd'hui, toutes les caisses de retraite sont à l'équilibre. C'est à l'équilibre. Hein. On nous dit qu'il faut tout changer tout de suite, très vite. C'est encore là, un mensonge. Si vous prenez la totalité des régimes de retraite, au total, nous sommes à l'équilibre. Et on est à l'équilibre pour les 3 prochaines années. Après, savoir ce qui va se passer dans 3 ans, honnêtement, tous ces gens qui nous disent que ça va mal aller, c'est parce qu'ils ont une boule de cristal, mais ils sont incapables, on est incapable de savoir, au bout de 3 ans, comment ça va fonctionner. Et donc la réalité, c'est que c'est 150 milliards. Et d'ailleurs, Bercy commence à le dire en disant « j'y toucherai pas ». C'est un peu la même chose que quand un ministre dit « je ne vais pas démissionner ». En général, il démissionne 15 jours après. Et Bercy nous dit « j'y toucherai pas ». Le problème, c'est que c'est eux qui auront la gestion de la valeur du point, c'est eux qui auront les cordons de cette bourse, notre argent. C'est l'équivalent d'une année entière de recettes de la TVA. C'est une demi-année du total du budget de la France. C'est notre argent. Il n'y a aucune raison que ces gens le mettent aujourd'hui sur le budget de la France pour l'utiliser. Pourquoi? Pour l'utiliser pour alimenter l'immigration, pour utiliser sur les banlieues. On ne veut pas qu'ils touchent à cet argent qui nous appartient. Donc vraiment, sur cette histoire des retraites, c'est la raison pour laquelle, au-delà du mouvement de grève, au-delà des difficultés auxquelles on se trouve tous confrontés, au-delà du côté un peu cynique de la CGT avec lequel on n'a rien de commun, le projet de loi tel qu'il est présenté est un mauvais projet. C'est pour ça que Marine et le Rassemblement national, on demande à ce qu'il soit retiré. Et c'est important, c'est pour notre sécurité en matière de retraite que nous travaillons dans ce sens-là. Et le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est insidieux et on voit bien qu'il y a plein de gens qui n'osent pas en parler, et moi ça me choque, et j'en ai parlé dès 2005 à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est l'islam. Et l'islam, ça pose un problème, parce que l'islam n'est pas simplement une religion. L'islam, dans son texte, a un document qui s'appelle la charia. Et la charia, ce sont des textes qui organisent la vie civile. C'est un texte qui vous explique, si vous avez volé tel ou tel objet, on doit vous couper une main. Si vous êtes une femme adultère, on va vous lapider. En cas de procès entre un homme et une femme, la femme, elle vaut la moitié d'un homme. Ça organise notre vie civile. C'est un projet de société. Eh bien, quand quelqu'un se présente avec un projet de société, le rôle des politiques, c'est de dire et de valider s'il est conforme avec notre démocratie, avec notre civilisation, avec notre République. Et je peux vous le dire, l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Et on ne le dit pas assez, on ne l'entend pas assez. Et aujourd'hui, le projet d'Emmanuel Macron et le projet de ce gouvernement, c'est de laisser tous les jours s'immiscer un peu plus dans notre vie quotidienne des projets de l'islam. Et je ne parle pas uniquement de l'islamisme. Et je vais vous en donner un exemple. Cette semaine, pendant qu'il y avait des grèves dans le RER, eh bien, la SNCF, aujourd'hui, la SNCF dément l'avoir fait elle-même et dit c'est une initiative des agents de sécurité, ont bloqué des wagons pour les réserver aux femmes. Alors on peut dire, oui, les pauvres, c'est compliqué quand on prend le RER. Non, la réalité, c'est que si on considère aujourd'hui
qu'on doit séparer les hommes et les femmes dans les transports au public, si on considère qu'on doit les séparer dans les piscines, c'est qu'on est en train de basculer dans une société qui n'est pas la nôtre. Et moi, pour ça, je me battrai jusqu'au bout. J'ai 3 enfants, j'ai 2 garçons et une fille, et pour moi, ma fille, elle vaut autant que mes garçons. Et ça, aujourd'hui, seul le Rassemblement national porte ce message et porte cette défense de la valeur française. Et je terminerai, j'ai promis de ne pas être très long, je terminerai par une perspective positive. On a 2022. Et 2022, je crois vraiment que, d'abord, il faut que Marine gagne, parce que si Marine ne gagne pas, je pense que ce sera difficile de revenir en arrière, le pays aura profondément changé. Mais pour y arriver, il y a plusieurs marches. Et là, vous êtes au premier rang de la première marche. Parce que la première marche, elle se passe en mars prochain. Est-ce que, oui ou non, le Rassemblement national est capable de prendre une ville de plus de 100 000 habitants? Et je peux vous dire, oui, je le crois, on le croit tous, et on va la prendre. Mais c'est plus que Perpignan. C'est la démonstration que le Rassemblement national est capable de prendre, puis de gérer l'une des grandes villes françaises. C'est vraiment un combat qui dépasse Perpignan, qui dépasse les Pyrénées-Orientales. C'est un combat national. Si pour une raison quelconque, nous n'y arrivions pas, on aurait loupé cette première marche, on ne peut pas la louper. Et c'est la raison pour laquelle, Louis, très franchement, au-delà de ta responsabilité ici, c'est une responsabilité nationale que tu as de gagner. On fera tout pour t'aider, et je crois que c'est essentiel de gagner en mars prochain. Et la seconde marche, parce que c'est 3 étapes, c'est celle qu'expliquait Louis, c'est que derrière, il va falloir démontrer qu'on est capable de gagner un ou plusieurs départements et de gagner une région. Et on a besoin de ces renversements pour que les Français se disent, et que la presse arrête de nous emmerder avec cette idée qu'on est capable de rien, et que tout le monde se dise, bah oui, ils ont pris une grande ville, ça se passe bien. Ils ont pris une région, ça se passe bien. Allez, on y va. On arrête d'avoir peur, on arrête de faire semblant de croire que ça va être terrible, parce qu'on nous avait fait croire que entre Marine et Macron, c'était le choix entre Macron ou le chaos. Celui qui a amené le chaos, c'est clairement Emmanuel Macron. Et donc, il faut l'en faire la démonstration. À chaque fois que nous gagnons, nous apportons une France ou des villes paisibles. Et c'est cette démonstration que nous devons faire. Donc, j'espère, moi, j'étais venu, vous m'aviez invité il y a 2 ans. J'espère, je reviendrai en janvier, comme le disait Louis. J'espère que le 22 mars au soir, on fêtera, au-delà de la victoire de Louis, la première marche pour atteindre l'élection présidentielle, qui est le grand combat pour notre pays. Merci.